I want to share with former Premier Kenney my thanks for his service to Albertans. Mr. Kenney and I haven't agreed on a lot of things, but there's never been any doubt of his commitment to Albertans. And right from the beginning, when I became Minister for Alberta, we sat down and we agreed that we would work hard to find common ground. And I think if you look at some of our record over the past months, we did just that. I do, and I want to thank Mr. Kenney and his family, because it takes sacrifice to be in public life. I do want to say, though, that I'm sensing a disturbing trend in Conservative politics in Canada and across the country. Mr. Kenney was pushed out of his party because he wasn't extreme enough. And just 6 months ago, we saw that happen to Mr. O'Toole at the federal level. And just yesterday, we saw Mr. Fass resign his finance critic role because he critiqued Pierre Poilievre in the leadership race. So the Conservative movement in this country is heading to a dark place. And I find that very troubling. And at a time when we are in Alberta trying to recover from, a downturn in oil, now it's getting better, but we have real issues in Alberta and we need real leadership. And so I really do think that it's time for the moderates in Conservative movements in this country to step up and ask themselves, where's this train going and where's it going to stop? En français, je vais juste dire que Monsieur Kenney et moi, on peut s'entendre sur plein de choses, mais il n'y a pas question qu'il était très dévoué aux Albertains. Et même quand j'ai commencé comme ministre de l'Alberta, on s'est entendu qu'on était pour trouver des choses en commun sur lesquelles on pouvait travailler, et on a fait ce travail ensemble. Mais moi, je pense qu'il y a des choses très troublantes qui se passent dans les mouvements conservateurs à travers le pays. Ils sont en train... Regardez, M. Kenney était tassé de son parti parce qu'il est passé extrême. C'est ça qui est passé à M. O'Toole il y a 6 mois. Et M. Fass n'est plus son rôle de critique de finances parce que lui a critiqué M. Poilievre. Donc, les conservateurs sont entrés dans une place vraiment sombre. Et pour moi, c'est une question très préoccupante pour les personnes à travers le pays qui ont besoin que leurs politiciens travaillent sur des vraies choses. Donc, pour moi, c'est une question que les modérés dans les mouvements conservateurs doivent faire face, doivent se regarder dans le miroir et se poser des questions. Où est-ce que ce train s'en va et qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'arrêter? Last time I checked, you were a liberal, so how do you know that those are the reasons those leaders were pushed out? I think you can just see what's on, not just only what's on social media, what's on curated media. That's very clear. People this morning were saying Jason Kenney was not extreme enough. He didn't do enough to remove the restrictions fast enough. I mean, quite frankly, a good chunk of the UCP would have preferred that he had no restrictions at all. They wanted the Wild West. And Mr. Kenney was tracking to the center, trying to do what he could to keep people alive. He didn't do enough for the extreme people. He didn't do enough for the progressives. And so I can tell you that Mr. O'Toole was also pushed out because he was tacking to the center. And so if we can't have one of the major parties of this country being able to hold the center, what does it say about where one of the major parties in this country is heading? And disinformation and misinformation is part of that. And we have leaders in this country that know they shouldn't be sharing disinformation, and yet they press retweet anyway, and that's not right. Rafi? He might try to run again, that he's just going to resign and run again for the party. What do you think of that? Look, that's entirely Mr. Kenney's decision. I mean, I saw, resignation in his eyes. We haven't spoken since he stepped down, and that's entirely his decision. And now the UCP have to figure out who their interim leader is and what their process is going to be to elect a new leader. I want, comme on dit en français, saine gouvernance. In English, smart governance. Right? We've got to have parties that are able to lead us into the future, not to take us backwards. And that's what I want to see for all political parties. En même temps, ces gens-là, ils répondent à des préoccupations du vrai monde. Comment vous pouvez dire que ce sont des gens qui sont extrêmes, mais ce sont des positions qui sont présentes dans la population en général? Oui, moi je pense que on est à un moment dans l'histoire, je pense que de notre pays et du monde, après la pandémie, où il va falloir qu'on prenne une pause, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on commence à se parler comme du vrai monde, et même si on ne s'entend pas sur la politique ou où on doit aller comme pays, qu'on est capable d'avoir ces conversations, de faire des choix, mais de ne pas se démoniser l'un ou l'autre. Et c'est ça qui est troublant, et c'est les questions de désinformation, des informations qu'on passe qui sait qui sont tard, que moi, qui me préoccupe beaucoup. Since Ralph Klein left, Rachel Notley is the only premier in Alberta who served a full term from election to election. Why do you think there's such volatility in politics in Alberta, and how do you change that moving forward?
Well, I think Alberta is a frothy political environment, and I think the Conservative Party, the modern Conservative movement in Alberta, is trying to figure itself out. And Ms. Notley had a very clear set of priorities. She ran her full term out, and the Conservative movement in Alberta and across the country has some very hard questions to ask themselves. Merci beaucoup. Merci. What do you think? Daniel Smith, Mr. Jean? Minister Dubois, can you comment on yesterday's decision of China to lift the canola import ban? Of course, this is a good news. So we got the news yesterday from the Chinese authority that our Canadian canola can go to China. So we know we had 2 big companies who were suspended for a while. So it's a very good news for our producers. And did we give any concessions to China to get this done? No, we have a technical conversation for all this time. We have brought the issue to the WTO, the World Trade Organization, and they have made their decision to open up to our Canadian companies. And what kind of help will you give to canola producers to make up for what's happened in the last 3 years? Actually, they have had record years recently. They have had very good years, and we now see 2 important investment in processing facilities in Canada. So it's also a good news because it means more value added produced here. Quand on parle de sanctions contre la Russie, pourquoi est-ce que les engrais sont exemptés? Pourquoi est-ce que nos agriculteurs canadiens ont besoin d'utiliser les engrais qui viennent de cette région-là? Mais il y a différentes sortes d'engrais. Au Canada, on est chanceux, on est un grand producteur, principalement d'engrais de phosphate. Les engrais azotés, un peu moins. Et considérant que nos chaînes d'approvisionnement Est-Ouest, de temps en temps, c'est plus facile de faire venir de l'extérieur et d'exporter, nous, de notre côté, vers les États-Unis. Alors, c'est pour ça que l'Est du pays dépend des engrais azotés de la Russie. Mais on a quand même des opportunités aussi au Canada et on va être capable de revoir nos chaînes d'approvisionnement et de trouver des solutions pour les prochaines années. On investit aussi dans la recherche et l'innovation. À quoi ça sert de faire des sanctions? À quoi ça sert d'avoir des sanctions si on n'accepte pas que ça puisse nous faire mal aussi? Quand ça nous fait mal, on donne des passeports. Effectivement, c'est un dilemme. Donc, on a laissé les engrais russes entrer au Canada parce que c'est aussi un enjeu de sécurité alimentaire. Mais il y a un tarif douanier qui s'applique. Alors, effectivement, quand on veut soutenir un pays qui est en guerre en ce moment, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Merci. On va donner plus de pouvoir que les plans de Québec en immigration. Il y a un beau sondage ce matin qui montre que les 2 tiers des Québécois ne veulent pas voir des seuils d'immigration augmenter. Ils s'inquiètent que la plupart des nouveaux venus au Québec ne maîtrisent pas bien le français. Mais écoutez, moi, je dirais qu'on collabore bien avec Québec au niveau de l'immigration. On a signé des ententes historiques avec eux. Et je pense qu'il faut insister plus au niveau de la francisation et on collabore avec Québec là-dessus. C'est quelque chose de très important. Mais il y a des ententes, il y a divers types d'ententes internationales sur les réfugiés. On a des obligations par rapport aux Nations Unies. Tout le phénomène de réunification des familles, il est national, c'est pas géré par province. Alors, il y a un rôle pour les 2 paliers de gouvernement à jouer. Puis nous, on est un allié du Québec à tous les jours là-dessus. En Ontario aussi, on est alliés, là. On campagne pour plus de pouvoir en immigration. Le Québec aussi. Vous ne sentez pas que ça devient quelque chose que toutes les provinces demandent de plus en plus? Il n'y a pas un problème là, quand pas mal de provinces se demandent? Moi, je pense qu'il y a un rôle pour chaque palier de gouvernement. Je pense qu'on doit travailler de façon concertée. C'est ce que l'on fait actuellement. Est-ce qu'on peut travailler mieux, plus rapidement? Probablement, parce qu'il y a encore des délais. On doit faire plus vite. Les engrais azotés, un peu moins, et considérant que les chaînes d'approvisionnement Well, we'll see what happens. de faire venir de l'extérieur. Oui. Comment ça avance? C'en est où, là? C'est parce qu'ils ont vraiment exprimé des vies critiques au projet de loi C-18. Vos discussions avec eux? Bien, je leur parle depuis le début. Ma porte est toujours ouverte. Là, j'ai vu que Google dit qu'on allait briser l'Internet. Mais ils l'ont déjà fait en Australie. Fait que moi, j'ai appelé un de mes chums en Australie. J'ai demandé si l'Internet était brisé là-bas. Il ne l'est pas. Fait que je pense pas qu'ils soient non plus. Bien sûr. Mais oui, je les ai rencontrés. Est-ce que la Cour, pourquoi est-ce que vous contestez la décision de la Cour concernant la nomination du gouverneur, du lieutenant-gouverneur anglophone du Nouveau-Brunswick, né du Nouveau-Brunswick? Nouveau-Brunswick est bilingue. Pourquoi est-ce que vous contestez cette décision?
Mais premièrement, soyons très clairs, le principe de la juge Dwyer, que tous les successeurs de Mme Murphy doivent être une nomination bilingue, nous sommes complètement d'accord, puis je pense que le ministre Leblanc a été clair à ce sujet-là. Mais il y a quand même des questions constitutionnelles qui doivent être réglées, puis c'est pour cette raison que la matière va en cours d'appel. Mais soyons clairs, avec le principe que tous les lieutenants-gouverneurs, les successeurs de Mme Murphy doivent être bilingues, nous sommes absolument d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe, mais qu'il faut encore changer les choses ou surveiller qu'est-ce qui se passe au niveau de la constitutionnalité? Vous voulez dire quoi au juge? Encore une fois, moi je ne suis pas juriste, mais ils m'ont avisé qu'il y a des questions de constitution qui doivent être réglées, puis c'est pour cette raison que la matière va aller en cours d'appel. En tant qu'Acadienne, ça vous a satisfait cette réponse? Encore une fois, moi, comme ministre des langues officielles, j'étais très claire que nous avons dit que les futures nominations du lieutenant-gouverneur pour la province du Nouveau-Brunswick vont absolument être bilingues. Mais votre engagement là, à ce que les prochaines nominations soient bilingues n'est pas enchâssé dans aucune loi. Est-ce que vous voulez voir à des changements législatifs que ça soit enchâssé dans les lois? Encore une fois, je pense que la décision de la Cour d'appel va clarifier ces choses-là aussi, mais comme gouvernement, nous avons été très, très clairs que nous allons nous assurer que toutes les nominations des futurs lieutenants-gouverneurs pour la province du Nouveau-Brunswick vont être des nominations absolument bilingues. Est-ce que vous partagez l'opinion de vos trois collègues qui ont dénoncé la décision de votre gouvernement, M. Arsenault, M. Cormier et Mme Atwood? Partagez leur opinion de vous? Encore une fois, nous sommes un caucus de 150 plus députés et puis nous avons toutes des opinions bien différentes. J'empathise avec mes collègues absolument, mais comme j'ai dit clairement, d'aller en cours d'appel n'a absolument rien à faire avec le principe que les lieutenants-gouverneurs du Nouveau-Brunswick doivent être des personnes bilingues. C'est tout à fait une question de vraiment regarder toute des items techniques pour la Constitution, puis c'est pour cette raison que la matière va en appel. Qu'est-ce que vous dites aux gens au Québec qui s'inquiètent de l'immigration? Il y a un nouveau sondage ce matin qui démontre que beaucoup de gens au Québec s'inquiètent que les nouveaux arrivants ne maîtrisent pas suffisamment le français. Mais comme nous l'avons dit clairement, avec notre projet de loi C13, c'est pour cette raison que nous allons l'avant avec une politique d'immigration ambitieuse pour s'assurer que nous pouvons vraiment réparer le poids démographique des francophones au pays. On reconnaît que si on regarde les chiffres, en 1971, on avait une population, puis là ici je parle de hors Québec, mais on voit qu'il y a un déclin du français au Québec pour les immigrants. On ne peut pas donner plus de pouvoir en immigration au Québec, par exemple. C'est ce que réclame M. Legault, justement, pour rassurer la population et contrôler, s'assurer que la plupart des nouveaux venus au Québec parlent français. Mais je pense qu'encore une fois qu'on doit travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, puis ainsi la province du Québec pour s'assurer qu'on peut vraiment améliorer notre poids démographique pour la question d'immigration francophone. C'est exactement ça. Could you use any trade levers to try and pressure Turkey into allowing Finland and Sweden to join NATO? Well, I think my colleagues in the foreign minister can speak better to this issue, but I think given that the egregious invasion of Ukraine by Russia, I think this is a very positive step that we are supporting the efforts of the countries joining NATO. With respect, though, no one in your government has said anything about how they're going to try and pressure Turkey or work with other NATO allies to make sure that Sweden and Finland can get in. So, any ideas, trade routes, perhaps? Well, I think that that my colleague will will be able to respond to this better. But look, I mean, at the end of the day, what are we really trying to do here? We are trying to support the countries who wish to join NATO to do that, and that's where Canada has been. So, thanks. We've been using all the trade toolbox. We've been using many tools in the trade toolbox. We're using many of the trade toolboxes, like removing MFN status for Russia, and removing tariffs for the Ukraine. And we're going to keep doing this work to both isolate Russia and to support Ukraine. Thanks. About Croatia. Sans excuse, je sais qu'on vous a posé cette question-là, mais est-ce qu'on n'est pas purement dans le symbolisme, dans une visite comme ça? Est-ce qu'il y a une utilité que vous voyez? Est-ce que ces gens-là soient... Je dirais presque tout à fait. Évidemment, l'importance de la famille royale dans une constitution monarchique est très importante pour beaucoup de gens. Très symbolique pour d'autres et très superficielle pour bien d'autres gens au Canada. Je dis ça en toute conscience de cause, sachant que l'importance, surtout dans un traité numéroté, pour les peuples autochtones, de la famille royale, de la reine, de Sa Majesté,
et un rôle et un lien très personnel qu'on sait tous, surtout dans mon expérience, qui se tisse avec les peuples autochtones, et la présence, le rôle historique de la couronne en soi. Ça, c'est, encore une fois, en toute conscience de cause dans une démocratie pluraliste. Et il y a beaucoup d'arguments de présentation sur la désuétude de la famille royale, de la couronne dans le Canada. Il reste encore que c'est très important pour beaucoup, très symbolique pour d'autres, très émotionnel. Et quand on parle du processus de guérison, surtout en lien avec les pensionnats autochtones, la présentation d'excuses, surtout par le pape, parce que c'est une demande de la Commission Vérité et Réconciliation, la demande numéro 58, c'est quelque chose qui peut procéder à un élément de guérison et de clôture pour les survivants et leurs familles. Alors, j'analyse ça dans le contexte que je le présente. Aussi, sachant que le pouvoir effectif de la couronne, de la famille royale au Canada, est pratiquement nul. Il faut se le dire, parce qu'on est une démocratie depuis fort longtemps. Mais cette symbolique, ce potentiel de guérison, d'entendre « je m'excuse » de quelqu'un envers lequel on porte beaucoup de respect, c'est quelque chose qui peut avoir un impact, surtout pour les survivants et leurs familles. Alors, j'ai deux approches là-dessus et je vais vous les expliquer. Puis j'essaie de le faire en profondeur là maintenant devant le micro. Est-ce que vous vous attendez à ça? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller là? Bien, c'est pas à moi de m'attendre à quoi que ce soit. Vraiment, c'est aux survivants et puis au peuple autochtone de l'exprimer dans la mesure où il l'exprime un ministre de façon claire, nette et précise, où on sent cet engouement pour avoir des excuses. C'est quelque chose dont j'ai le devoir de communiquer à Sa Majesté en tant que membre du cabinet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de réparation possible venant de la famille royale, compensation, peut-être aider à des programmes aussi pour aider les enfants dans le coin de Yellowknife notamment. Est-ce que vous voyez, vous, des gestes concrets, des exemples concrets de gestes qui peuvent bâtir cette réconciliation-là? Bien, vous allez au fond de la chose. D'abord, l'écart socio-économique qui existe dans les communautés autochtones est mesuré. On sait très bien qu'il existe, puis ça cause des dommages encore aujourd'hui. Le processus de réparation, notamment suite à l'excuse qui a été présentée par l'ancien gouvernement, et les séquelles qui en suivent sont perçues, sont claires, nettes aujourd'hui dans les communautés autochtones. On met des milliards à réparer, à combler ce gouffre, mais aussi à aider les gens aujourd'hui, surtout dans le contexte de Kamloops, à faire des recherches puis d'en procéder davantage à la vérité. Donc, plusieurs volets, un élément très complexe, mais c'est clair que dans un contexte d'excuses, les gens s'attendent à autre chose aussi. Ouais. Donc, si je comprends bien, vous avez communiqué ce message-là à son Altesse, ces demandes-là, vous les avez transmises d'excuses ou de compensation? Comme je l'ai dit hier et avant-hier, bien avant la visite, il n'y avait pas vraiment cet engouement pour avoir des excuses de la couronne. On l'entendait surtout avec la venue du pape. Donc, c'est quelque chose on l'a entendu ici et là par le passé, mais je ne pourrais pas vous dire que c'est l'unanimité. Yeah, sorry, I have to actually. I heard your comments yesterday on whether the royals should apologize, and they were very nuanced and thoughtful. And I'm just wondering, in seeing the visit unfold since and the meetings that they're having today in Northwest Territories, what are your further thoughts on that? Like how valid or genuine do you feel that connection with the Indigenous people in Canada is? Well, as I explained to Louis, it's nuanced, and there are some Indigenous peoples, much like non-Indigenous peoples, who couldn't care less. There are many who have a profound and deep connection to the royal family. In a constitutional monarchy, all the effective power rests in the government through Parliament, and it's something that we have to realize that the monarchy and the Crown have no effective practical ability to do anything in this country, and that's the way it should be. That said, and given the deep and profound connection that Indigenous peoples, particularly those in numbered treaties, that feel a very deep and personal connection at times to the Crown, have with the royal family, their presence on the land is something that
is very important, more than in a symbolic fashion. So whenever excuses are asked for, particularly in the optics of a survivor who is looking for an element of solace and healing, that could be of value. And to the extent that's communicated to me through Indigenous peoples, as a Minister of the Crown, through the Privy Council, we would communicate that to Her Majesty. We have to be conscious of that separation that we do have with the Crown and always be aware of that. But from that perspective, if that's communicated to me, it's something we have a duty to pass along. Thank you.